Choc. Ça a enfin commencé en Crimée. L'Ukraine porte des coups dévastateurs. L'armée ukrainienne détruit l'équipement coûteux de l'ennemi. Drones, avions et puissants systèmes de guerre électroniques. Les attaques de précision font déjà paniquer l'ennemi. Et ce n'est que le début. La garde nationale élimine un palantin valant des millions de dollars, puis une nouvelle frappe. Un chasseur russe s'est écrasé en Crimée. Est-ce un accident ou le résultat d'une pression intense ? Quelle perte subit l'ennemi et qu'est-ce que cela signifie pour le front ? Les réponses dans un instant. Ne manquez pas ça. Bonjour, c'est l'Ukraine aujourd'hui, je suis Solomia Dolik. Et voici les derniers événements. Choc! L'Ukraine se venge déjà. La Crimée est en feu. Cette attaque a montré au monde que les forces ukrainiennes ne plaisantent pas. Des frappes de précision et de haute qualité sur la Crimée occupée font craindre à l'ennemi chaque vol. 4 Orions détruits, un An-72P et le radar MEC sont en feu. Le commandant des forces de système sans pilote, Robert Magyar-Brovdi, a rapporté que les troupes ukrainiennes ont mené une frappe précise sur l'aérodrome de Kirovské en Crimée occupée. 4 drones de reconnaissance et d'attaque Orion ont été détruits, un avion de transport An-72P a été éliminé et un radar mobile P-37 MEC a été brisé. Le premier centre d'opération des forces de système sans pilote et le 9e département du renseignement militaire ont effectué une visite de courtoisie à la base et au point de préparation avant vol des nouveaux et coûteux drones Orion. Avec précision en plein cœur de l'ennemi. Cette opération n'est pas seulement un symbole de puissance, mais aussi un message. L'Ukraine se venge des bombardements, réagissant instantanément et avec une précision maximale. Et l'Ukraine continue de se venger sans pitié. Maintenant, la frappe a touché le système de guerre électronique le plus puissant de l'ennemi. Après la frappe nocturne en Crimée occupée, les forces ukrainiennes ne s'arrêtent pas. La réponse au bombardement devient systématique et ciblée, et l'ennemi ressent la force réelle de l'armée ukrainienne. La garde nationale a détruit le système de guerre électronique Palantin. L'opération sous le nom de code Lazarus Group, avec la participation de la Garde nationale d'Ukraine et de la brigade de reconnaissance d'artillerie Forêt Noire, a éliminé avec succès l'une des plus puissantes stations de guerre électronique russes, Palantin. Ce n'est pas qu'un engin, c'est un système de combat lourd coûtant environ 20 millions de dollars qui assure le contrôle et le brouillage des communications sur de vastes zones. Les munitions incendiaires sont une réponse claire à l'ennemi. Pour détruire le Palantin, les soldats ukrainiens ont utilisé des munitions incendiaires, ce qui a permis de mettre le système hors d'état de nuire à coup sûr. Cette opération démontre la grande habileté et la précision de la garde nationale et de la reconnaissance d'artillerie. L'Ukraine continue de venger chaque frappe sur son territoire. Chaque opération est une réponse claire. L'ennemi ne peut plus se cacher derrière des installations coûteuses. Les forces armées et la garde nationale savent les trouver et les détruire. Les frappes se poursuivent. L'ennemi perd non seulement du matériel, mais aussi son aviation. Après la destruction de puissants systèmes de guerre électronique et des frappes sur les bases, un nouvel incident retentissant a eu lieu en Crimée occupée. Choc! Un chasseur russe s'est écrasé sur la péninsule. Selon RBC Ukraine, citant Interfax, l'incident s'est produit lors d'un vol d'entraînement. Aujourd'hui, vers 11h, heure de Moscou, en Crimée, un avion Su-30 s'est écrasé lors d'un vol d'entraînement planifié. L'avion effectuait un vol sans munitions à bord. L'équipage a survécu, mais l'avion est perdu.
Les pilotes ont pu s'éjecter et ont été évacués. Mais l'essentiel est qu'un avion de combat coûteux est totalement perdu. Alors quel est cet avion ? Le Su-30 est un chasseur polyvalent biplace, capable de mener des combats aériens, de frapper des cibles terrestres et maritimes, et d'emporter des armes guidées et de lourdes charges. Sa perte est un coup dur pour les capacités aériennes de l'ennemi. Les avions tombent les uns après les autres, les pertes augmentent et le contrôle s'affaiblit. Ce qui appartenait autrefois à l'ennemi travaille désormais pour nous. Les militaires ukrainiens rééquipent les chars, les blindés et l'artillerie russe pour en faire une véritable force sur le front. Comment le matériel de l'agresseur devient-il notre arme et renforce-t-il notre défense ? Voyez cela dans ce reportage. Obusier D30, calibre 122 mm. Ce canon particulier est intéressant, notamment car il provient de la région de Koursk en effet. C'est un canon de prise et il a mon âge, fabriqué en 1982. Chargé. Quel angle ? 8,90. Feu. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, de travailler sur un canon russe qui était, il n'y a pas si longtemps, de l'autre côté de la frontière ? C'est prêt, voilà. La toute première sensation, au tout premier tir, franchement, c'était vraiment à couper le souffle. Vraiment très très bien. Il s'est très bien comporté, que ce soit en termes de précision ou de cadence de tir, disons. Allez. Déjà 3 fois depuis que cet obusier tire sur ses anciens propriétaires ici, sur le front de Kupiansk, il a fallu le réparer après des impacts. Les Russes traquent ses positions de tir, car dès qu'ils lancent une offensive ou un assaut, les artilleurs entendent l'ordre. Canon au combat. Quelles sont vos cibles principales ici en ce moment ? L'infanterie. Des rassemblements ? Oui, des rassemblements d'infanterie. Ensuite, des motos, quand il y en a. Ces derniers temps, ils coupent très très souvent notre logistique. Il y a des ailes FPV, des FPV, des Lancet. Eh bien, on essaye de se cacher, plus on est camouflé, mieux c'est. À Kupiansk, même après l'opération de contre-offensive et le ratissage réussi, il reste quelques dizaines de soldats russes. Ils se cachent surtout dans les sous-sols d'immeubles endommagés près de l'hôpital municipal. On les repère quand on voit un drone russe livrer du ravitaillement à un endroit précis. En même temps, les Russes attaquent à l'est de Kupiansk, vers Petropavlivka et tentent d'approcher Kupiansk-Vuzlovie. Pour que les poudres soient identiques, pour que ça vole avec précision. Si l'un est plus léger, l'autre plus lourd, alors... Différent. Il n'y a pas de tir uniforme. L'un part plus loin, l'autre tombe plus près. Ce sont les artilleurs de Karadag qui se préparent, ils pèsent la poudre. Ils disent moi que c'est comme en pharmacie, au gramme près. Ici, au front, les technologies de la Seconde Guerre mondiale et celles de la guerre moderne s'entremêlent. On utilise à la fois des drones de l'année 2026 et des canons qui ont 40 ou 80 ans. Avez-vous de quoi comparer ce canon ? En aviez-vous un précédent pour nous dire ce que vous en pensez ? On en avait un. On travaillait avant sur le D44. Eh bien, c'est incomparable. C'est bien mieux, bien plus solide, bien plus puissant. Et ce D44, de quelle année était-il ? Oh, de 46, je crois. C'est une guerre plus technologique maintenant, pas comme avant où il fallait sortir le canon, par exemple, en plein champ, ajuster le tir, faire le boulot, puis le raccrocher et repartir. Maintenant, tout est technologique. Les drones, et ils nous harcèlent. Les drones nous harcèlent vraiment beaucoup maintenant. Maintenant, on écoute le ciel, que ce soit pendant le travail ou lors des déplacements. Le ciel est maintenant très densément couvert par tous les drones possibles que possèdent les Russes. Chargé. On charge ? Oui, charge-le, prépare-le. Allez, chargez, chargez. Tire. Reste. Vous voyez maintenant à l'écran les coordonnées pour la collecte destinée aux soldats de la brigade Karadag de la Garde nationale qui défendent ce secteur de Kupiansk depuis plus d'1 an. Cette collecte est pour des drones Mavic 3 et des pièces. Chargé, vraiment chargé. Que ressentez-vous en sachant que ce canon russe, venu de Russie, est maintenant un trophée ? D'abord, il y a de la fierté sincère pour nos frères d'armes qui ont réussi à prendre ce canon, puis qui nous l'ont transmis.
Et maintenant, malheureusement, ils les frappent aussi. Chargez tout le monde. Prêt. Reçu. Éteins l'enregistrement. Maria Malewska, Alexandre Brinza, Ihor Serebrian, Fakti ICTV, Nouvelles-Unies. Pendant ce temps, au front, les lance-grenades ne laissent aucune chance à l'ennemi. Les occupants tentent de s'approcher de nos positions et les éclaireurs russes sont capturés l'un après l'autre. À quoi ressemble vraiment le quotidien des combats dans le secteur de Pokrovsk? Et que ressent le garde au nom de code mongol? Découvrez-le dès maintenant dans ce reportage. Il faut 2 personnes pour le porter, mais parfois on doit le faire seul. Secteur de Pokrovsk. Le garde Maxime, dit Mongol, montre le fonctionnement du lance-grenade automatique et sa préparation au tir. Dans le civil, il réparait des voitures, mais au début de la guerre totale, il a tout quitté pour s'engager volontairement. En 23, je me suis engagé volontairement au service. J'ai servi dans le secteur de Donetsk. Mon premier baptême du feu était à Bakhmout, maintenant je suis vers Pokrovsk. Il dit que les combats varient selon les secteurs. Si ailleurs il y a des villes et des maisons, ici ce sont surtout des champs et des bosquets. On doit donc littéralement se cacher sous terre. Il faut sans cesse creuser des tranchées. Notre mission est d'assurer l'appui-feu pour que les troupes puissent entrer et sortir en toute sécurité. Le travail de l'unité est réglé comme du papier à musique. Chef, tireur et servant. L'un commande, l'autre vise, le troisième prépare l'arme. Parfois, ils travaillent presque sans interruption. Il arrivait que toutes les demi-heures, on doive sortir et tirer. Et en plus, il faut entretenir l'arme, car elle peut aussi s'enrayer à tout moment. Le sable, la poussière et l'usage intensif usent de l'arme, mais on ne peut pas s'arrêter. L'ennemi cherche constamment une faille pour avancer. Parfois, l'ennemi grouille vraiment partout, comme des rats, comme de la vermine. On n'a même pas le temps de tous les traiter. Parfois, l'ennemi s'approche si près qu'il n'y a plus le temps de réfléchir. Et c'est là que les opérateurs de drones interviennent, les yeux des unités ukrainiennes dans le ciel. Je me souviens d'un moment précis lors de notre dernière sortie. L'ennemi s'est approché si près qu'il a commencé à jeter des grenades directement dans notre abri. Mais on ne les a pas laissés passer. Grâce à nos pilotes de drones, ils ont éliminé l'ennemi. Bon, on a eu quelques pertes. Les occupants rusent souvent en envoyant des soldats isolés en reconnaissance. Ils sont plus difficiles à repérer. On a réussi à débusquer un rat qui se cachait discrètement dans un abri juste à côté de nos positions et qui allait ensuite rapporter à ses ordures où on était exactement, c'est-à-dire nos positions et aussi nos effectifs. Quand on est arrivé sur lui, il n'a pas résisté, il s'est rendu tout de suite. Mais même dans le quotidien de la guerre, certaines choses aident à tenir. Les appels de sa femme, de sa mère, les voix d'enfants. Ce qui rappelle que loin d'ici, il existe un autre monde sans tranchées ni bombardements. Quand mon plus jeune fils Dania appelle et demande « Papa, quand est-ce que tu rentres à la maison ?» Et tu lui répètes sans cesse « Bientôt, bientôt ». Mais ce bientôt, on ne sait jamais quand il arrivera. Mais ça fait toujours du bien quand la famille appelle. Maxime dit qu'au front, il a réalisé à quel point la vie est fragile et cette prise de conscience lui donne la force de continuer. Avec ses frères d'armes, le garde poursuit sa mission sur la ligne de front pour rentrer un jour chez lui dans un pays en paix. Yuri Lozenko, My Ukraina, Marathon des Nouvelles-Unies. L'agresseur ne cesse de tenter des percées près de Pokrovsk, Mirnohrad et Hrychin. Mais les unités du 7e corps de réaction rapide des troupes d'assaut aérien ripostent dignement. En une semaine, environ 50 occupants ont été éliminés, des dizaines de véhicules détruits et plus de 800 drones abattus. Aujourd'hui, la menace principale au front sont les drones qui traquent l'infanterie et le matériel. Pour survivre, les militaires doivent non seulement se cacher, mais aussi savoir comment riposter. Comment forme-t-on les parachutistes et de quoi sont équipés nos défenseurs? Tout cela dans la suite du reportage. Actuellement, les drones sont devenus l'un des principaux moyens de frappe, tant de notre côté que de celui de l'ennemi. Il y a très peu de combats d'infanterie directs maintenant, au corps à corps. L'arme la plus redoutable qu'on ait conçue, ce sont les drones FPV. Ils volent sur de longues distances et peuvent s'engouffrer dans de toutes petites fenêtres.
c'est-à-dire qu'il est très difficile de s'en cacher. Il faut donc apprendre et acquérir ces compétences de lutte anti-drone, car c'est la menace majeure sur le champ de bataille. Les soldats combattent dans diverses conditions, en terrain découvert, en forêt ou en ville. C'est pourquoi tous les scénarios possibles de lutte contre les drones sont pratiqués. On planifie la tactique directement sur un terrain spécifique, comme dans une tranchée ou en zone urbaine, par exemple. Eh bien, il y a des particularités là. Dans les tranchées, il doit, disons, se préparer à faire face aux drones FPV. En zone urbaine, avec les murs porteurs, il entend tout acoustiquement. C'est pareil pour la neutralisation. En gros, on utilise beaucoup le calibre 12 pour neutraliser l'ennemi. On développe aussi des munitions anti-drone pour armes légères en 5,45, 5,56 et 7,62. C'est un aspect qu'on explique et qu'on montre aux soldats pour l'utilisation de ces munitions et de cet armement. Une pratique constante permet d'agir vite et sans erreur lors des moments les plus critiques d'une attaque. Nous devons être prêts et nos compétences doivent être parfaitement rodées pour parer à toute situation. Plus on pratique, plus les gestes deviennent des automatismes. Quand on réussit à abattre un drone, par exemple, on ressent moins de peur face à eux. Car on commence à avoir davantage confiance en soi, en se disant qu'on y est arrivé une fois et qu'on y arrivera encore à l'avenir. Les parachutistes sont formés progressivement, des simulateurs jusqu'aux conditions proches d'un combat réel. Notre premier exercice est interactif. Ce sont des simulateurs interactifs. La tapette à mouche, c'est une immersion VR avec des lunettes VR en réalité virtuelle. Les gars tirent comme en situation de combat. Ils ont leurs armes, un FPV les attaque et ils doivent le neutraliser. Grâce au laser tag, nous pouvons choisir n'importe quel type de terrain. Comme vous l'avez vu, on tire depuis l'arrière d'un pick-up qui roule à travers champs. On ne craint pas de tirs accidentels vers les zones habitées. On a eu 5 essais pour le premier exercice. J'ai réussi les 5 interceptions. Le pilote n'a marqué aucun point contre moi et sur le pick-up, c'était 4-1. 4-1. En faveur de qui? En ma faveur, tout à fait. Au combat, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est pourquoi chaque geste est répété jusqu'à l'automatisme. On travaille la mémoire musculaire pour qu'ils ne perdent pas leurs moyens sous le stress du champ de bataille. L'entraînement au combat influe directement sur le moral et l'état psychologique du soldat. S'il voit un drone FPV et qu'il a confiance en sa capacité à riposter, alors il ripostera. Les paras de la 25e brigade aéroportée et d'autres unités du 7e corps de réaction rapide continuent de freiner l'ennemi vers Pokrovsk, déjouant les plans de l'occupant. Ces techniques de survie et de lutte anti-drone sauvent chaque jour la vie de nos soldats ukrainiens. Anna Ruda, Alexandre Dovan, en exclusivité pour Facti ICTV, Les Nouvelles Unies. Et vous, que pensez-vous de ces événements? Donnez votre avis en commentaire, likez la vidéo et restez informés de l'essentiel. À suivre. On se retrouve au prochain reportage.